Bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, on va attendre 30 secondes pour donner un petit peu de temps à tout le monde pour que tout le monde puisse se joindre à nous et ensuite on va commencer notre webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement pour la Journée mondiale de l'anesthésie et les soins de cancérologie. Je suis Wayne Morris et je suis le président actuel de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésistes, la WFSA ou FMSA. Je suis rejoint aujourd'hui par un panel international d'experts, Dr. Vijay Gautamukula, qui vient de Houston, aux États-Unis, Dr. Daniela Ionescu, qui nous vient de Cluj-Napoca en Roumanie, et Dr. Claudia Marquez Simoes de Sao Paulo au Brésil. Je suis très reconnaissant à nos experts internationaux de se joindre à nous aujourd'hui et je suis sûre que vous avez hâte d'entendre ce qu'ils ont à vous dire. On vous parle de San Francisco et c'est parce que nous sommes à la réunion annuelle des membres, des sociétés membres de la FMSA, la Société américaine des anesthésistes. J'ai quelques annonces à faire. La durée de ce webinaire sera d'1 heure. Chaque intervenant parlera entre 10 et 12 minutes pour leur présentation. Et ensuite, nous aurons une petite session questions-réponses à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la fonction questions-réponses en bas de votre écran Zoom. Nous avons de l'interprétation en français, en espagnol et en anglais de disponible. À nouveau, en bas de votre écran Zoom, sélectionnez le globe euh, avec le logo interprétation et vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez écouter. Vous pouvez également sélectionner des sous-titrages automatiques en différentes langues. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans 2 jours. 2, 3 commentaires d'introduction. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'anesthésie. Nous célébrons la preuve mondiale de la création de l'anesthésie en 1846 par Morton et nous célébrons notre profession, les anesthésistes, en 2023. Donc, très belle journée mondiale de l'anesthésie à tous. Le thème de notre journée aujourd'hui est l'anesthésie et les soins de cancérologie. Euh, et c'est également une célébration de toutes choses anesthésie. Je voulais vous parler de pourquoi nous avons choisi le thème que nous avons choisi. Nous voyons beaucoup de patients atteints de cancer et on estime qu'un sixième de la charge des maladies est lié au cancer. La deuxième raison, c'est que les anesthésistes jouent des rôles multiples dans les voies de soins aux patients atteints de cancer, dans les soins palliatifs, dans la gestion de la douleur et autres soins. Et la troisième raison, c'est que des traitements réussis du cancer dépendent d'accès à une anesthésie de qualité, et ceci inclut les soins périopératoires. Et la façon dont nous fournissons l'anesthésie affecte les résultats et les débouchés du cancer. Donc, voilà pour mon introduction. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir notre premier intervenant, Dr. Vijaya Gautamukula, qui travaille à Houston, au Texas, aux États-Unis. Merci beaucoup, Vijay. Merci beaucoup, Wayne. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent de partout dans le monde. Je vous parle du Centre Andersen pour les soins au cancer dans le cadre de cette journée de célébration mondiale de l'anesthésie. Je voulais remercier la FMSA d'avoir
fait de l'anesthésie et des soins de cancer le thème de cette journée. Durant ma présentation, je vais vous parler un petit peu de ce que Wayne a déjà mentionné et vous parler de comment vous et nous, en tant qu'anesthésistes, qui pratiquent au quotidien et qui aident à s'occuper de différents patients, ont un rôle direct sur l'amélioration de la qualité de vie de nos patients, mais également des patients atteints de cancer. Et en faisant cela, comment est-ce qu'on améliore les économies mondiales? Avant de commencer, je voudrais dédier cette présentation et cette session à tous nos patients atteints de cancer de par le monde. Ils font preuve de courage, de force et d'espoir. Et c'est quelque chose de particulièrement inspirant et qui devrait nous motiver à faire toujours de notre mieux. Lorsque l'on s'intéresse vraiment à la charge de morbidité du cancer ces 10 dernières années, quelques dernières décennies, nous avons vu une augmentation dans le pourcentage de mortalité néonatale et maternelle. euh, et on a vu que les maladies infectieuses contribuent à cette charge. En même temps, nous avons vu une augmentation progressive des contributions de maladies non transmissibles à la charge de morbidité. Et lorsque l'on s'intéresse aux maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires et le cancer sont toujours en haut dans le top 3. Dans la plupart du monde, il est estimé que bientôt le cancer dépassera les maladies non transmissibles et sera la première cause de mort. C'est quelque chose qui est traité déjà dans le monde développé, mais il y a des incidences de cancer qui sont très fortes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe de l'Est et d'autres parties de l'Amérique latine, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il est estimé que une personne, une personne sur trois qui vivent dans ces zones du pays avec une haute incidence ont peur de cette annonce, vous avez un cancer. Et je voulais souligner l'importance de tout ceci. C'est important pas seulement pour nous en tant qu'anesthésistes, pour que l'on puisse s'occuper de nos patients, mais pour pouvoir nous aider et les personnes qui nous sont chères dans nos vies pour minimiser ce risque pour les personnes atteintes de cancer. Et si nous devons gérer ce genre de choses, comment pouvons-nous nous occuper de cette situation du mieux possible? Donc ici, vous voyez le pourcentage de contribution du monde occidental, il est très élevé. Ici, vous voyez le nombre de cas de par le monde. La plupart des cas sont en Asie. Ceci est lié à la population mondiale. Autre chose de significatif, c'est le fait que si vous cherchez à voir quelles sont les causes de mortalité précoce pour les citoyens de par le monde qui ont moins de 70 ans, le cancer est toujours dans le top 2. Donc, cela vraiment a un impact sur les patients, leurs familles, sur tout aspect de leur vie. Comme vous le voyez ici, 2 tiers des patients et de survivants du cancer souffrent de douleurs. Un tiers des patients ont des limitations dans leurs activités quotidiennes. Un quart des patients développent une dépression et la moitié, généralement, ont à changer leur profession et source de revenus. Donc, je vous ai parlé de l'impact du cancer sur l'économie mondiale et ici, vous pouvez voir que le top 5, le top 5 des cancers contribue à plus de 50% des coûts économiques. Et si on réfléchit aux soins des coûts de cancer et ce qu'il sera le coût de ceci en 2050, ceci représentera 27 trillions de dollars, ce qui est beaucoup plus élevé que le PIB global des plus grandes économies mondiales, et en particulier la plus grande économie mondiale, celle des États-Unis. On a eu des présentations de Dr. Siddharth Mukherjee qui ont parlé durant différents webinaires, et on nous a parlé de l'importance du cancer et en quoi il est l'empereur de toutes les maladies. Il dépasse et englobe tous les différents aspects de la vie du patient. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous en tant qu'anesthésistes? Eh bien, de par le monde, 50% de toutes les hospitalisations sont liées au cancer. Et de ces patients qui sont hospitalisés, 50% d'entre eux auront besoin d'opérations et d'interventions chirurgicales.
Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que 80% des patients atteints de cancer auront besoin de services euh, de, des professionnels de l'anesthésie, que ce soit durant la partie du diagnostic, l'opération, la gestion de la douleur, les soins spécifiques, les services de soins palliatifs et intégratifs. Donc, ce que vous et moi, nous faisons, que vous vous en rendiez compte ou non, a un impact significatif sur la façon dont on façonne les soins de cancer à tout niveau. En particulier quand on s'intéresse à l'amélioration de la qualité de vie et l'amélioration des économies mondiales. Donc ici, vous avez juste une image de l'impact économique si on n'investit pas dans les soins pour le cancer et les interventions chirurgicales liées au cancer. Il y a un besoin réel et ce que nous avons à l'heure actuelle mondialement est nécessaire pour continuer à fournir des soins palliatifs positifs. Sur tous les aspects des pratiques chirurgicales, les lacunes sont très importantes en soins oncologiques. Si nous n'investissons pas maintenant pour répondre à cette lacune, il est estimé qu'il y aura un déficit, il y aura une perte de PIB de 1 à 1,5 par année d'ici 2030. Pourquoi est-ce que les patients atteints de cancer sont différents d'autres patients? Pourquoi est-ce que l'oncoanesthésie est différente de d'autres spécialités anesthésiques? Eh bien, la plupart des patients qui viennent pour des interventions chirurgicales complexes ont d'autres conditions. Un patient qui a un cancer a d'autres éléments importants auxquels il faut que nous fassions attention. Par exemple, les différents thérapies, les différents traitements pour le cancer sont en évolution constante et rapide. La science, il y a de nouveaux traitements qui sont développés et nous n'avons pas suffisamment d'informations sur les effets à moyen et long terme de l'immunothérapie et de traitements ciblés. Donc, si vous ne reconnaissez pas les différents traitements que votre patient a déjà utilisés, informez-vous et prenez en compte les différentes implications. Il y a d'autres éléments, il y a également la fatigue, il y a le stress. Tout ceci peut avoir un impact sur les soins pour les patients atteints de cancer. Comment est-ce que l'on peut répondre à tout ceci? Il faut que le soin périopératoire se concentre sur l'optimisation des conditions périopératoires et le statut fonctionnel. Il faut que l'on fasse tout ce que l'on peut pour minimiser le stress lié à l'intervention chirurgicale. Il faut minimiser la charge au niveau des symptômes. Il faut améliorer la reprise fonctionnelle. Pourquoi est-ce que tout ceci est important pour le patient atteint de cancer? Eh bien, parce que ce patient qui doit gérer les complications post-opératoires, périopératoires, eh bien, ceci a un impact sur la rémission. Pour la plupart des patients qui ont des tumeurs solides, d'avoir différentes thérapies est important et dans un temps imparti pour ensuite avoir une survie sans rechute. Donc, pour les patients qui ont des cancers du sein, du pancréas, des poumons, colorectaux, il est vraiment important d'avoir accès dans les temps nécessaires au traitement nécessaire. Donc, en plus de fournir des soins personnalisés, en 2023, il faut aussi se concentrer sur cette question du retour au chez soi, retour à la famille, retour au travail, retour à la vie et retour à soi-même. Et retour au traitement actuel pour les patients atteints de cancer. Comme Wayne l'a dit, nous avons un rôle central dans toute chose cancer et tout le parcours de soins du cancer. Il faut que nous participions tous à améliorer ce parcours. Juste quelques diapositives pour vraiment se concentrer sur cette partie de tout ceci. L'anesthésie s'étend sur les soins périopératoires et il faut donc qu'on réfléchisse au-delà des interventions. Il faut réfléchir à une sensibilisation. En plus de soins et d'informations prodiguées aux patients, il faut également leur donner des conseils, leur parler de différents vaccins, des choses à faire et à ne pas faire.
il faut faire du plaidoyer et fournir des conseils en fonction des différents types de cancers. Il faut prendre en compte les différents facteurs qui impactent le dépistage. Il faut faire des examens des ganglions lymphatiques, des gonades, des seins chez les femmes, de la peau, différentes lésions euh, bucco-dentaires et de faire différentes analyses génétiques si nécessaire s'il y a des antécédents. Mentionner différents vaccins, l'HPV, l'hépatite B, et par exemple s'intéresser aux questions liées au tabac, euh, l'arrêt de la consommation de tabac et faire l'apologie d'une bonne santé bucco-dentaire. Pour d'autres patients, il faut vraiment leur parler ouvertement de toutes ces choses et faire des suggestions. Je voudrais donc remercier la FMSA pour cette opportunité et souligner ce que vous et moi faisons au quotidien pour améliorer la vie de nos patients et améliorer les économies mondiales. Merci beaucoup et bonjour à nouveau du Centre de cancérologie Anderson. Merci beaucoup, Vijay, pour cet aperçu global de la question de l'anesthésie dans les soins de cancer. Je vais donner la parole à notre prochaine intervenante, Daniela Ionescu. Elle travaille à Cluj-Napoca, en Roumanie. Vous avez la parole, Daniela. Merci. Merci beaucoup, Wayne. Mes excuses. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Wayne, pour cette présentation. Je voudrais changer un peu notre discussion et je voudrais remercier Vijaya pour sa présentation sur les implications des anesthésistes dans les soins prodigués aux patients atteints de cancer, mais certains d'entre nous sont impliqués dans de la recherche sur les différents médicaments d'anesthésie et leurs impacts sur les patients atteints de cancer. Je vais donc prendre 12 minutes pour vous donner un aperçu sur les preuves que nous avons à l'heure actuelle sur cette question. Ceci ne signifie pas que nous avons des conclusions, mais nous sommes en bonne voie. C'est important d'avancer sur ce parcours. Si nous pouvons améliorer les impacts sur le long terme pour les patients, je pense que ça vaut la peine de se lancer sur ce programme et ce parcours de recherche. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer dans le cadre de ce sujet. Une petite seconde, s'il vous plaît. Mes excuses. Je pense que j'ai un problème avec ma présentation. Je vais essayer de repartager mon écran. Daniela, c'est Wayne. On voit comment ça se passe, mais sinon, peut-être que Sophie pourrait partager vos diapositives si nécessaire. Mes diapositives ne fonctionnent pas. Est-ce que vous avez essayé les flèches sur votre clavier plutôt que la souris? Non, ça ne fonctionne pas. Très bien. Eh ben, Sophie, qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez bien? Daniela, ça vous gêne si c'est Sophie qui partage vos diapositives? Oui, 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 parfait. Oui, parce qu'il semblait que ça ne fonctionne pas de mon côté. Mes excuses. Parfait. Sophie, est-ce que vous pouvez prendre le contrôle de l'écran? Ah, ça fonctionne. Donc, l'hypothèse que l'anesthésie peut influencer la biologie des cancers et les résultats après l'intervention chirurgicale des cancers est intrigante, hein. Je pense qu'on est tous d'accord.
C'est soutenu à l'heure actuelle par les données précliniques et une augmentation du nombre d'études cliniques rétrospectives et prospectives. Cependant, les arguments viennent tout de même d'études précliniques, donc à l'heure actuelle, les résultats ne peuvent pas être transcrits dans la pratique clinique. Nous avons également certaines questions, quels sont les mécanismes, et nous avons encore beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Les sujets dont je voudrais vous parler aujourd'hui sont les suivants. D'abord, je voudrais vous parler des différents mécanismes par lesquels les propovols et les anesthésiants locaux peuvent impacter les cellules cancéreuses et l'immunité. Et je voudrais vous donner différentes preuves que nous avons à l'heure actuelle. Je vais commencer par vous montrer ce réseau des influences et d'impact euh, que nous avons en anesthésie. Nous avons des impacts sur l'inflammation, la douleur, la réponse au stress et les cellules cancéreuses. Et ici, je voudrais souligner en rouge les éléments qui sont les plus abordés par la recherche clinique en anesthésie dans les cas de cancer. Et comme vous le voyez, il y a le propofol tout d'abord, l'anesthésiant local et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Euh, Nous allons nous concentrer sur le débat de Tiva contre les anesthésiants volatiles. Quels sont les différents mécanismes? Eh bien, pour que ces médicaments fonctionnent chez les patients atteints de cancer, tout d'abord, il faut mentionner que il y a un effet mosaïque. Enfin, il y a plusieurs effets en fait sur la réponse immunitaire de l'hôte et sur les différentes cellules. Sur la réponse immunitaire de l'hôte, il y a les lymphocytes NK, la production d'interleukines, des réponses inflammatoires, des phagocytoses et des, euh, et des nétoses. Et dans les cellules cancéreuses, il y a de l'apoptose, de la prolifération, de la cytotoxicité et d'autres éléments. Au niveau de la réponse immunitaire, le propofol améliore, ou en tout cas ne fait pas réduire la cytotoxicité des lymphocytes NK. Pourquoi? Eh bien, cela se décroît les cytokines pro-inflammatoires et cela inhibite l'activité COX et PGE2 en ayant un effet d'antioxydant. Ici, vous avez une publication très récente qui se concentre sur les effets du propofol sur les cellules immunes. Et comme vous le voyez, dans toutes les études, et j'ai souligné les conclusions en rouge, dans toutes les études, nous voyons que le propofol a un impact positif sur les cellules par rapport à l'anesthésie par inhalation. Donc la conclusion de cette euh, euh, revue de la littérature était que le propofol euh, euh, est une haute priorité en termes de chirurgie oncologique et pourrait avoir des points positifs sur les traitements des tumeurs. Bien évidemment, ce n'est pas supérieur au sévoflurane et c'est les anesthésies à base de sévoflurane. En tout cas, pas sur différents types de cellules immunes comme les lymphocytes NK et lymphocytes T. Donc, dans les cellules cancéreuses, le propofol supprime les H1F, 1 alpha et 2 alpha et silence le gène NET1. Il induit également un signalement de la MAP kinase par l'apoptose. Il y a une régulation à la hausse des micro-ARN et une régulation à la baisse de certaines ARN de micro-ARN. Il y a également des effets anti-angiogéniques. Ici, nous avons un réseau des différents effets que le propofol peut avoir, comme je vous l'ai dit, sur les cellules cancéreuses et leur biologie, à différentes phases de ces cellules. Donc, si on s'intéresse aux cellules en elles-mêmes, ici, il y a un réseau des effets que le propofol a sur les cellules, la biologie des cellules cancéreuses. Il inhibit certes, ou améliore la production de certains éléments. Ici, un autre article par un collègue qui a publié une revue sur les différentes modulations en chirurgie cancéreuse et de la régulation des micro-ARN. Donc, avec les propofols, il y a un impact sur différentes molécules, différentes cellules, avec différents résultats.
Et finalement, dans cette même publication, ils ont effectué une comparaison entre le point de vue des micro-ARN, l'intraveineux et l'inhalation. Donc, vous voyez par exemple ce petit schéma à l'écran. Donc, j'ai mentionné que le propofol influe les facteurs hypo-X. Il faut se concentrer sur différents mécanismes. Cette étude a montré que on peut faire une comparaison à l'isoflurane et que le propofol module certains points. Comme je l'ai mentionné, c'est l'un des mécanismes principaux de l'effet propofol. On a également montré que le propofol inhibite la prolifération du cancer du côlon. C'est une équipe en Chine qui a travaillé sur ceci et qui a montré que c'était en effet le cas. Ici, il y a une autre publication récente qui se concentre sur l'effet du propofol sur les cellules cancéreuses du pancréas et qui ont montré la même chose que ce que je vous disais déjà, le propofol cible certains micro-ARN. Donc, pour vous parler des preuves cliniques, c'est peut-être la première publication que j'ai lue, Donald Baggy, il y a plusieurs années. C'était les premiers à travailler sur ceci. Ils ont fait beaucoup de recherches sur l'anesthésie dans les soins de cancer. C'est l'une de leurs premières publications qui a montré que le sérum de patients qui avaient des cancers du sein, qui avaient des euh, traitements par propofol et par bloc nerveux, pouvait augmenter l'apoptose par rapport à des sérums qui avaient du sevoflurane. Donc c'était une étude. Enfin, il y a eu d'autres études qui ont ensuite traité des effets de l'anesthésie sur les patients atteints de cancer. Peut-être qu'ici, c'est une étude très importante, en fait, qui s'est concentrée sur différents types de cancers et les anesthésies chez les patients atteints de cancer. Ils ont montré en 2016 que les patients qui avaient de l'IVA, la TIVA, avaient de meilleurs débouchés et une meilleure survie par rapport aux patients qui avaient une anesthésie par inhalation. Ils ont, dans cette étude, parlé de différents types de cancers et après cette étude, de nombreuses études suivantes se sont attaquées à des types de cancers en particulier. Par exemple, celle-ci sur le cancer du côlon. Ils ont cherché à montrer que les patients qui avaient reçu de la TIVA avaient une meilleure survie par rapport aux patients qui avaient eu une anesthésie par inhalation. Et ici, une autre équipe qui a eu les mêmes résultats, des résultats très positifs de la TIVA pour les cancers de l'estomac. Donc, pour les cancers de l'œsophage, il y a également différentes études qui montrent que la TIVA, par exemple celle-ci, euh, avait une survie généralement améliorée, meilleure que les opérations qui avaient eu une anesthésie par inhalation. Une autre équipe a montré la même chose, les meilleurs effets positifs pour les cancers du côlon cette fois-ci, après une anesthésie au propofol qui est comparée à une anesthésie par inhalation. Donc, nous avons également eu des études sur les carcinomes hépatocellulaires. Il y a eu de nombreuses études ces dernières années, comme celle-ci, publiée par une équipe en Chine, qui ont montré que le propofol avait euh, une meilleure survie généralisée par rapport à nouveau à l'inhalation. Cette étude systématique et une méta-analyse s'est concentrée également sur des sujets similaires et ont montré à nouveau les mêmes résultats. Le propofol par la TIVA avait une meilleure survie et une survie sans maladie par rapport à l'inhalation. Lorsqu'ils ont analysé différents types de cancers, ils ont trouvé des corrélations. Euh, Ça s'est avéré que c'était le cas dans différents types de cancers digestifs. La TIVA avait une meilleure survie à nouveau. Mais toutes les études ne montrent pas les mêmes effets. Par exemple, celle-ci sur les soins pour les
cancer du poumon, ils n'ont pas trouvé de différence entre la tiva et l'inhalation. Et même pour certains cancers digestifs, cette publication par Makito n'a pas trouvé de différence entre la tiva et l'inhalation, même pour les cancers digestifs. Pour les cancers du poumon, je voudrais vous dire que c'est peut-être fini, on en sait tout ce qu'on a à savoir, mais on n'a pas vu de différence entre la tiva et l'inhalation. Il n'y a que 2 études ici pour vous donner un petit exemple qui se sont concentrées sur ce sujet. Et à nouveau, ici, vous avez une review des différentes études qui se concentrent sur le cancer des poumons. Et comme vous le voyez, la plupart des études n'ont pas trouvé de différence entre la tiva et l'inhalation. Cependant, les auteurs de cette publication ont mentionné il fallait plus d'études, comme je l'ai dit, puisque il n'y avait pas de différence. Et la lidocaïne, qu'en est-il? C'est un peu une nouvelle thérapie pour l'anesthésie et le traitement des cancers, mais ici nous avons un réseau des effets directs et indirects de la lidocaïne sur les cellules cancéreuses dans la période périopératoire. Et parlant de mécanismes, ici vous voyez, les mécanismes sont encore plus compliqués que pour le propofol. Et ici, c'est une image qui représente vraiment très bien les différents effets. J'ai ajouté encore une fois, les canaux sodiques qui est un sujet très important pour le traitement des cancers. Encore une fois, pour parler d'autres études, vous voyez l'étude de Singh en 2017. Ils ont montré que, chez les animaux, en utilisant, la lidocaïne, la progression, de, l'hépatocarcinome était tout à fait réduite comparé au groupe de contrôle et la lidocaïne augmentait également l'effet, des agents, chimiothérapeutiques. Encore une fois, Donald Buggy a également réalisé une, publication sur, l'utilisation de la lidocaïne et le propofol et ils ont montré que, ils, réduisaient les métastases dans un modèle, murine et on le voit également dans le traitement du, cancer du côlon et ils ont également montré que, la lidocaïne utilisée de manière intraopératoire réduisait la prolifération, du cancer. En termes d'études, cliniques, une autre, étude, avec un essai, randomisé sur, des, patients atteints du cancer du sein et nous avons montré que, la lidocaïne réduisait la mitose, augmentait l'MMP-haut et l'MMP3 et ce faisant, nous pouvons donc spéculer que le risque de métastase, soit réduit. Récemment, nous avons des études rétrospectives qui ont été, publiées, donc par exemple comme celle-ci, qui ciblent, des cancers avec des, cancers du pancréas et ces études montrent que, les patients ayant reçu des perfusions de lidocaïne ont des, taux de survie, heu vraiment meilleur comparé à d'autres patients qui n'étaient pas traités à la lidocaïne. D'autres, résultats ont été, démontrés avec cette équipe chinoise, sur les cancers ovariens. Ce n'est pas donc marché par voie, intraveineuse, mais par infiltration. Donc l'infiltration, de la lidocaïne pour, la chirurgie sur, les cancers du sein et il y avait des résultats qui étaient, bien meilleurs, 5 ans après, l'opération, comparés aux patients qui n'avaient pas reçu cette infiltration de lidocaïne. En 2016, nous avons également une autre étude qui s'est intéressée, au cancer colorectal et la TIVA avec ou sans la lidocaïne et nous espérons pouvoir, publier certains résultats préliminaires bientôt. Et aussi, il y a la technique de Vapor-C qui, est donc, appliquée à des patients en Australie atteints de cancers colorectaux et nous espérons que cela va nous apporter beaucoup plus, d'informations sur le sujet. Pour conclure, j'aimerais dire que la propofol TIVA pourrait être associée avec, une meilleure survie, que, l'anesthésie, volatile pendant les chirurgies, de cancer pour certains types de cancers, mais, des, essais randomisés contrôlés, sont nécessaires pour prouver cette hypothèse.
Donc nous pouvons supposer que les effets anticancers du propofol, seraient en fait dépendraient, du type de tumeur, du moment de l'administration et de la dose. Mais pour l'instant, nous n'avons donc pas assez de preuves pour soutenir un changement de la pratique clinique. Mais je pense que, en tout cas, le parcours que nous suivons pour essayer de prouver cette hypothèse est très important. En termes, de lidocaïne, la plupart des études in vitro et sur les animaux ont montré que la lidocaïne a des effets antiproliférateurs et ces effets, encore une fois, peuvent dépendre du type de tumeur, du temps d'administration et de la dose. Mais encore une fois, des essais, randomisés contrôlés sont nécessaires pour prouver, ces éléments-là. Merci beaucoup, Daniela. Vous avez, fourni un panorama très complet. Notre troisième intervenante est donc, docteur Claudia Marques Simoes qui travaille donc à Sao Paulo, au Brésil. Bienvenue, Claudia. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec Vijaya et Daniela pour parler de ce sujet qui est très important et très particulier. J'aimerais également remercier la FMSA pour l'invitation et d'avoir choisi ce sujet cette année. Parce que nous qui travaillons au contact des patients en oncologie, nous connaissons l'importance de comparer nos nouvelles perspectives, notamment en termes du traitement anesthésique de ces patients. Et c'est pour cela nous allons parler donc de l'anesthésie régionale et des opiacés. Devons-nous les utiliser ou non dans le traitement des cancers? C'est une question très, très importante à laquelle j'aimerais essayer d'apporter une réponse. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en termes de cette présentation. J'aimerais donc vous rappeler que la question principale a déjà été soulevée il y a quelques années avec cette newsletter de l'APSF qui donc remettait en cause la question, ou qui posait la question, du fait que la gestion anesthésique pouvait affecter les résultats du traitement, du cancer. Depuis, de nombreuses études ont été réalisées et sont encore en cours et essayent de porter une réponse à cette question, notamment en termes, des agents, anesthésiques spécifiques utilisés, comme, l'a dit Daniela, mais également en termes des techniques spécifiques et cette question donc des opiacés. La période péropératoire est très, très importante parce que nous savons qu'il y a une chance, il y a la possibilité que des cellules cancéreuses circulent pendant la résection ou l'ablation et c'est très, très important parce que si ces cellules trouvent un bon endroit et des bonnes conditions pour s'implanter, cela, peut résulter dans des métastases distantes et donc dans ce moment-là, nous devons protéger le patient au mieux possible. Et c'est pour ça que l'anesthésie a un rôle important à jouer pendant cette période-là. Mais je dois vous prévenir, il y a beaucoup d'hypothèses, mais les preuves pour étayer ces hypothèses, sont, très limitées. Nous allons avoir besoin de réaliser de nombreuses expériences et de nombreux essais, supplémentaires pour, les prouver. Comme l'a dit Daniela, nous avons vu beaucoup de résultats négatifs, mais la justification de l'importance de l'importance et de l'impact, de nos, anesthésiants est vitale à comprendre. Pour préserver la fonction immune et les défenses immunitaires, nous avons de nombreuses hypothèses et une de ces hypothèses dit que les opiacés peuvent avoir des résultats, négatifs pour les patients, peut résulter dans une immunosuppression, pardon, mais que l'anesthésie régionale peut avoir des résultats très positifs pour les patients atteints de cancer. Comme Daniela l'a dit, les anesthésiants locaux peuvent avoir un rôle important, mais également, c'est une question de technique. Mais donc j'aimerais vous parler de la théorie. Pourquoi ne devrions-nous pas utiliser ces opiacés? Eh bien, la morphine, par exemple, stimule, les VEGF-1 et 2 et cela cause une activation, de certaines, molécules, ce qui, lance l'angiogénèse et crée des conditions favorables, pour, la métastase.
et donc ça permet c'est une justification, contre l'utilisation des opiacés. Nous savons également qu'il existe, d'autres mécanismes au niveau des récepteurs opiacés qui peuvent donc influencer, les cellules. Donc par exemple, les opiacés peuvent, stimuler certaines voies et certains récepteurs, ce qui peut, causer les cycles, cellulaires de progression. Il peut également en activant ces différentes voies, que ce soit donc les voies MAPK ou PK ou les voies PI3K, ça va avoir des effets. Donc par exemple, pour le PI3K, ça va activer, l'apoptose. Donc il y a vraiment de nombreuses, options où finalement l'utilisation de morphine ou d'autres opiacés vont avoir un effet sur nos patients. Les opiacés, et nous le savons, augmentent la probabilité d'infection. Et donc nous voulons, suggérer que les opiacés sont, des potentiels immunomodulateurs. Donc comment est-ce que cela se passe? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, c'est un peu polémique, mais de nombreux projets de recherche cherchent à l'expliquer. Depuis longtemps, nous pensons que, cette modulation, en fait, a lieu, à travers une combination d'actions directes, mais également à travers, l'axe HPA. Donc c'est une question très, très complexe, une interaction à travers le corps qui est très complexe, qui peut causer donc l'immunosuppression. Donc comme nous pouvons le voir, ici, nous avons une quadrangulation très, très importante entre les opiacés, les cancers, l'immunité et la douleur. Nous savons que, la douleur peut, supprimer le système immunitaire et donc nous voyons ici dans les, flèches blanches et noires, et il y a certaines situations où les opiacés peuvent être, bénéfiques. Donc en blanc, les bénéfices et en noir, les effets négatifs. Donc les opiacés peuvent avoir un effet, négatif, mais la douleur peut également avoir un effet négatif. Donc nous devons chercher l'équilibre, dans tous ces facteurs-là et donc c'est très difficile, c'est une équation, vraiment compliquée. Nous savons que les anesthésiants sont servent à réguler en fait l'ensemble des actions du corps. Donc ils peuvent affecter la fonction des cellules immunitaires selon le contexte dans lequel ils sont administrés. Donc dans des situations graves ou des situations où on cherche à traiter une inflammation chronique, ils vont être administrés différents et selon le scénario, ils peuvent moduler, les voies de signalisation, de manière différente. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une situation très, très complexe parce que chaque patient atteint de cancer est différent. Ils ne sont pas au même stade de maladie, ils ne sont pas dans la même situation et c'est pour ça que c'est très, très difficile de reproduire les mêmes résultats dans différentes études et c'est pour ça que nous devons garder les yeux ouverts et continuer à développer, de nouveaux projets de recherche, de nouveaux effets pour essayer de comprendre comment nous pouvons vraiment aider, nos patients en utilisant, nos anesthésiants. Ici, nous avons un panorama de, la réponse, périopératoire du corps. Donc nous savons qu'il y aura des possibilités, pour nos anesthésiants, mais également, pour, le trauma de la chirurgie finalement, d'agir sur le système immunitaire et sur l'axe HPA, qui va finalement envoyer, plusieurs médiateurs neuro-endocriniens et ce qui va causer donc, une suppression du système immunitaire, ce que l'on cherche à éviter. Donc tous les agents, comme par exemple les opiacés qui peuvent renforcer cette voie-là, sont potentiellement, à éviter parfois. L'interaction entre, les opiacés et les stimulants, ou les différents stimulus pardon, sont très visibles dans ce graphique. Donc nous devons chercher l'équilibre dans ce système complexe et vous pouvez vous imaginer, c'est quelque chose qui est très, très difficile. C'est une question à laquelle, toute réponse va être, très complexe.
Comme nous pouvons le voir ici, les 3 méthodes d'anesthésie principales ont des effets, variés sur, l'immunité, des patients. Donc par exemple, l'anesthésie générale peut, causer une dysfonction, des lymphocytes NK, peut causer une immunosuppression et peut-être, augmenter les chances, de récidive. L'anesthésie locale, heu, augmente, la chimiosensibilisation, supprime ou réduit la croissance des tumeurs et améliore la fonction des lymphocytes NK. Et donc c'est très, très important, très, très intéressant en tout cas de nous intéresser, aux anesthésies locales et régionales. Et nous devons nous souvenir que nous sommes en train de changer la façon dont, nous utilisons, l'anesthésie, dans les années précédentes. Donc nous avons utilisé, des opiacés, des adjuvants et d'autres, éléments, comme nous pouvons voir à l'écran dans cette image. Je pense que cette image montre très bien la façon dont nous avons changé finalement, au cours des dernières années en anesthésie. Nous avons une nouvelle façon, de faire en anesthésie qui peut aussi impacter de manière positive nos patients en oncologie. Et j'aimerais également partager, donc une étude qui a été produite dans notre hôpital par un de mes étudiants, ou de mes doctorants, pardon, où nous avons donc cherché à, ou étudier, la récidive, biochimique, du cancer de la prostate. Et en fait, nous n'avons pas trouvé de différence entre les 2 groupes. Comme nous pouvons le voir, ici sur le graphique, les opiacés finalement n'ont pas, modifié les taux de récidive biochimique entre les 2 groupes. Donc pour les patients qui avaient, des hauts risques de récurrence. Nous avons utilisé la classification d'Amico, pour, comparer les patients après donc une ablation de la prostate. Donc mais j'aimerais parler également des techniques que nous avons utilisées, dans cette étude. Nous avons donc utilisé, heu, les Tabloc, heu et dans le groupe pour les opiacés, nous avons utilisé, une anesthésie, multimodale. Eh bien, parce que nous souhaitions reproduire, en fait, les conditions, de la vie réelle dans notre étude. Parce que nous avons l'habitude d'utiliser, l'anesthésie multimodale. Donc ce n'était pas logique, finalement, d'utiliser seulement une anesthésie à base d'opiacés. Donc nous avons utilisé, l'anesthésie multimodale. Et c'est peut-être une des justifications possibles, en fait, qui explique nos résultats. Donc le fait qu'il n'y ait pas de variation. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons beaucoup moins d'opiacés que par le passé. Nous utilisons, des techniques, en fait, de réduction d'utilisation des opiacés. Et j'aimerais également vous présenter un autre concept important, qui est le concept du RIOT, ou le retour aux soins oncologiques de support. Et c'est un concept très, très important aujourd'hui dans les centres, de lutte contre le cancer. Parce que nous devons garantir que, le patient puisse reprendre ses autres traitements le plus rapidement possible. Et donc, par exemple, nous voyons que les patients, heu, où il y a donc moins de temps entre leur opération et leur retour au traitement, eh bien, il y a, des résultats très, très positifs en termes de survie sans récidive. Alors pourquoi est-ce que nous devrions utiliser, l'anesthésie régionale? Eh bien parce qu'elle préserve la fonction du système immunitaire, a un effet inhibitoire direct sur les cellules cancéreuses et nous permet d'éviter l'utilisation des opiacés. Avons-nous, des preuves cliniques? Eh bien non, pour l'instant, les preuves sont très faibles. Donc nous avons ici, une étude très, très importante de Maria Ramirez qui montre que dans nombreux essais, randomisés contrôlés, eh bien, nous ne voyons pas en fait les avantages, de l'utilisation, de l'anesthésie régionale. Mais ça fait quand même sens de l'utiliser.
Donc, je souhaite conclure en disant que, de manière théorique, l'utilisation des opiacés devrait être réduite. L'utilisation de l'anesthésie régionale devrait être, préférée et quand on parle on pense en fait à une, amélioration du rétablissement post-opératoire, l'utilisation de moins d'opiacés est logique. Et il faut garder à l'esprit l'idée que, toutes les tumeurs ne sont pas les mêmes. Nous allons avoir de nombreux résultats différents parce que chaque, patient en oncologie est différent. Nous devons cibler et personnaliser notre anesthésie à chaque intervention et nous devons continuer à étudier et avoir vraiment un panorama global, de tous les agents et de toutes les techniques, anesthésiantes. Merci beaucoup, pour votre attention. Merci beaucoup, Claudia. C'était un panorama très, très intéressant de cette question des opiacés dans les soins, oncologiques. Nous avons maintenant, quelques minutes pour, la session questions-réponses. Un petit rappel, si vous souhaitez, donc poser une question, rendez-vous en bas de votre écran Zoom et sélectionnez l'option, questions-réponses. Je pense que, tous, nos, intervenants sont là et avec nous. Je vais donc lancer les questions en demandant une question très, très, générale. Que pensez-vous quel a été, l'impact de la pandémie sur, les soins, en oncologie? Vijay, vous voulez commencer? Eh bien, évidemment, ça a retardé, l'arrivée des patients. Ces patients avaient peur de contracter la covid ou de tomber malades et je pense que du point de vue, des cliniciens et des hôpitaux, je pense que notre attention finalement a été, divertie vers les patients, atteints de la covid. Dans la plupart, des hôpitaux dans le monde pendant la pandémie, nous avons, annulé, toutes les chirurgies optionnelles et certes, les, chirurgies, liées au cancer ne le sont rarement, mais, cette réorganisation de l'emploi du temps a vraiment impacté les choses et le fait que les patients ne se présentaient pas assez tôt. Donc nous avons vu que dans des études, ont montré donc que, les taux de morbidité ont augmenté, pendant, la covid. Merci beaucoup. Nous avons de nombreuses questions, donc je vais essayer d'en choisir quelques-unes. Je pense qu'un des messages lancés par Claudia était le fait qu'il y a beaucoup de théories, mais souvent, le corpus de preuves est faible. Et l'autre problème, c'est que nous avons de nombreux différents types de cancers et donc c'est difficile de généraliser, mais nous avons des questions très spécifiques et il y en a quelques-unes sur notamment la kétamine. Est-ce qu'il y aurait, des indications que donc la kétamine impacte, les résultats de traitement, en oncologie? Oui, j'aimerais répondre à cette question. Avec la kétamine, c'est très intéressant. Certaines données précliniques montraient que la kétamine favorisait la prolifération des cellules cancéreuses, mais d'autres études, plus récentes ont montré que, des effets contradictoires et notamment le fait que la kétamine, en fait, inhiberait la prolifération des cellules cancéreuses, encore une fois dans certains types de cancers. Je ne suis pas consciente de l'existence, de données cliniques sur la kétamine, mais pour l'instant que des données précliniques. Donc à l'avenir, j'espère que nous allons voir, plus d'informations à ce sujet. Je vais juste demander au panel et encore une fois, c'est difficile parce que les soins oncologiques doivent être personnalisés comme, l'a dit Claudia. Mais quelle serait la proportion, de cas que vous traiteriez avec une anesthésie par TIVA plutôt que par intraveineuse dans votre pratique habituelle? Eh bien, je dirais qu'aux États-Unis, nous utilisons surtout des anesthésiants volatiles et c'est le cas, depuis plusieurs décennies et même aujourd'hui, je dirais que moins de 10 de nos anesthésiants, aux États-Unis sont, donc basés sur la TIVA et c'est principalement parce que c'est une question de confort.
mais de plus en plus, c'est c'est utilisé de plus en plus et les programmes de, formation, concentrent sur la TIVA. Mais nous avons également des problèmes d'équipement, donc nous devons également, contrôler nos anesthésiants en nous, focalisant sur, la gestion des, ondes cérébrales, donc moins de 10 pour la TIVA pour nous. Claudia, j'aimerais répondre et peut-être compléter, votre réponse parce au Brésil, en Amérique du Sud, nous avons ces pompes TIC, cet équipement qui manque et c'est peut-être pour ça que nous utilisons plus de TIVA. Donc 30 à 40 de nos patients sont traités en utilisant les TIVA et nous aide également donc nous utilisons, ces évaluations, des ondes cérébrales ainsi que cette pompe TIC et ça nous permet de vraiment, monitorer donc cette période périopératoire et ça nous a permis de faire baisser la, consommation des opiacés, pendant cette période périopératoire et peut-être qu'à l'avenir donc nous pourrions avoir des résultats intéressants qui nous permettraient de réunir toute cette information-là. Merci beaucoup et Daniela? Alors dans mon hôpital, au cours des derniers 3 ou 4 ans, nous avons augmenté le pourcentage, de TIVA. Nous utilisons également ces pompes TIC, pas forcément, pour, le cancer, mais je pense que les effets, du TIVA sont comparables à ceux de l'inhalation. Donc encore une fois, nous utilisons ce monitoring, mais nous avons augmenté, ce pourcentage d'utilisation de la TIVA pour de nombreuses raisons, mais pas seulement pour, l'anesthésie, des patients atteints de cancer. Une autre question. Est-ce que, la lidocaïne, en intraveineuse doit être administrée également pendant la période post-opératoire pour, en voir les bénéfices, en fait? Daniela, souhaitez-vous commencer? J'aimerais vous remercier pour cette question très, très intéressante. Pour l'instant, nous ne sommes pas sûrs. De manière théorique, la lidocaïne, en fait, est prescrite pour, de nombreuses, modalités anesthésiantes et on l'administre pendant 48 à 72 heures. Il y a des protocoles en place. Mais pour, des patients atteints de cancer, la plupart des essais, n'utilisent que, la lidocaïne de manière intraopératoire. Donc l'étude dont je vous ai parlé de 2016, heu, é étudiait, la lidocaïne intraopératoire ainsi que l'utilisation à 48 heures. Mais nous n'avons pas en fait d'études qui comparent ces différentes durées, de perfusion de lidocaïne et donc nous verrons à l'avenir si nous avons plus de données, sur, cela. Donc encore une fois, pour l'instant, la plupart des données touchent à la lidocaïne intraopératoire. Merci. Claudia, avez-vous quelque chose à ajouter? Pardon. Nous cherchons également à développer, des études pour, évaluer l'utilisation, de la lidocaïne. Nous nous en servons beaucoup au Brésil, mais nous n'avons pas encore des résultats, mais pour l'instant, c'est très prometteur. Mais une chose qui nous inquiète et peut-être que cela variera, dans le monde selon la région, c'est en fait les conditions, dans lesquelles nous pouvons utiliser ces perfusions, post-opératoires de lidocaïne. Dans certaines conditions, il ne sera pas possible de faire cela à cause de, risques liés à la sécurité et donc je pense que c'est quelque chose auquel nous devons, penser et nous devons vraiment nous pencher sur la question parce que pas toutes les cliniques, pas tous les hôpitaux, auront les conditions, permettant donc de garder cette perfusion, dans la période post-opératoire. Merci beaucoup Vijay. Eh bien, je pense que le facteur clé est, donc la concentration, péritumorale de lidocaïne. Je pense que c'est cela qui va vraiment influencer les résultats, si nous en voyons. Donc avec cette question de l'infusion, lidocaïne et bien les, niveaux systémiques et péritumorales finalement, auront, des niveaux très, très différents.
Donc par exemple, l'étude qui a été citée par Daniela en Inde sur, l'application péritumorale, n'avait pas de groupe de contrôle et donc ça on n'a pas vraiment de résultats là-dessus. Donc est-ce que cette utilisation de l'idocaïne in vitro peut être donc, utilisée, in vivo, donc sur des êtres humains et nous n'avons pas de réponse sur, comment nous pouvons vraiment ou les degrés, les quantités que nous pouvons utiliser, sur des êtres humains. Merci beaucoup. On nous donne, un avertissement de dernière minute, donc je dois, nous devons nous arrêter. Je vois beaucoup de questions excellentes, dans la boîte questions-réponses, mais malheureusement, nous devons nous arrêter là pour l'instant. Mais toutes vos questions sont vraiment très, très intéressantes et merci de les avoir, tapées. J'aimerais conclure et juste, remercier, nos panélistes virtuels et vous demander, de les applaudir de manière virtuelle, donc pour 3 présentations vraiment très, très intéressantes. C'était un panel, d'experts véritablement international. Donc merci beaucoup à Vijay, à Daniela et à Claudia, d'avoir, donné de leur temps, pour ce webinaire. Merci à nos interprètes et merci également à vous tous, pour votre participation à ce webinaire. Je pense que, ça renforce vraiment le rôle, vital que nous jouons en tant qu'anesthésistes. Ça a également renforcé l'idée qu'il y a des questions très, très importantes ayant trait à l'anesthésie personnalisée et comment nous, pouvons en fait, faire circuler, des messages de santé publique, à nos patients en termes donc de dépistage et de prévention des cancers. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous. Et n'hésitez pas à, utiliser l'enregistrement qui sera publié sur YouTube d'ici 2 jours. Donc merci beaucoup et au revoir à tous et à toutes.